On peut y aller si vous voulez. Monsieur Kalfayan, vous m'entendez? Oui, très bien, je vous D'accord. remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous suivez les événements de notre région, ça devient assez tendu, assez critique. On va directement dans la zone de confrontation entre des grandes puissances, la Russie et l'Ouest. Il y avait quelques déclarations ici que c'est la Russie qui était responsable pour la guerre à côté de l'Arménie. C'est la Russie qui a provoqué l'attaque azérie. Qu'il y avait une décision d'expulser la police des frontières de l'aéroport, la police russe des frontières de notre aéroport. Je pense que sûrement, on va bientôt parler de l'expulsion des forces russes, des fermetures de la base militaire en Arménie. Et on est présenté par une alternative. L'alternative, c'est l'Ouest, c'est l'Europe, c'est la France. L'aide militaire, la livraison des armes qu'on a reçues, et la perspective de devenir un allié européen et de faire partie de l'Union européenne. Est-ce qu'à votre avis, d'après ce que vous savez, d'après ce que vous voyez du côté français, est-ce que c'est fondé sur une base réelle? Est-ce qu'il y a une vraie option de changer notre orientation et de recevoir tout ce que nous promet l'Europe et la France? Tout d'abord, je dis bonjour à tous vos auditeurs et je vous remercie effectivement de cette invitation qui me semble très opportune parce que, en effet, il y a beaucoup de choses à dire et à rectifier sur ce que l'on peut lire dans la presse ou ce que l'on peut entendre de la part de soi-disant experts. Je dois préciser que je vais m'exprimer à titre personnel et pas au titre d'une autre fonction ou même de représentant de la communauté arménienne. Alors, la question que vous posez en fait est très large. Il y a plusieurs aspects à, à regarder. Bon, si vous connaissez un petit peu la nature de mes articles, j'ai toujours prôné une attitude prudente sur la relation entre les deux blocs. Et notamment dans un article que j'ai publié en novembre 2023, j'ai promu l'idée d'une neutralité positive. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire adhérer aux valeurs et aux principes occidentaux tout en conservant la relation stratégique avec la Russie. En expliquant deux choses. C'est que premièrement, euh, aujourd'hui, l'économie arménienne ne peut pas fonctionner sans tenir compte des intérêts de la Russie en Arménie. Euh, Plus de la moitié de l'économie dépend de la Russie. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, à force de provocation, rompre cet équilibre sur le plan économique. Cette constatation est également vraie sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense, en tout cas les gens qui ne connaissent pas le sujet, pensent que l'on peut changer de partenaire militaire, d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre. Ça ne se passe pas comme ça. Il existe tout un héritage d'équipements militaires en Arménie. Il existe toute une série de formations militaire en Arménie. Il existe une doctrine, même si elle était très faible, militaire, qui jusqu'à présent n'incluait pas les équipements ou les nouvelles armes ou les nouveaux moyens de communication occidentaux. Donc, on ne peut pas, en tout cas, l'Arménie ne peut pas se permettre de rompre aussi radicalement ses relations avec la Russie. De l'autre côté, euh, bon, tout le monde le sait, en tout cas, je veux dire, les gens sérieux ne peuvent pas dire le contraire. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la stratégie occidentale, donc c'est Europe plus États-Unis et Canada, la stratégie est d'affaiblir au maximum la Russie. Euh, et pas seulement au Caucase, c'est l'affaiblir pour qu'elle puisse renoncer donc à l'Ukraine.
Donc ça, cette stratégie est une stratégie qui est bien entendu dirigée par les États-Unis. Euh, les États-Unis ont de gros intérêts en Ukraine, notamment au niveau de l'économie agricole, mais ils ont aussi en perspective les marchés de reconstruction de l'Ukraine. Euh, ça, c'est le premier point. C'est qu'il y a une vraie stratégie qui est d'affaiblir la Russie sur tous les fronts. Et euh, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a donné aussi l'opportunité aux Occidentaux de dire pourquoi pas affaiblir la Russie en Arménie, qui était le seul bastion véritable qui restait dans cette région. Et je pense qu'ils ont trouvé effectivement dans la personne du chef du gouvernement arménien quelqu'un qui peut les aider à faire cela. Euh, ce qui est inquiétant, c'est que, en tout cas, le chef du gouvernement arménien donne l'impression de jouer cette carte à fond, euh, ce que certains groupes politiques arméniens contestent. Ils pensent au contraire que le Premier ministre reste un allié et un homme de Moscou. Bon, c'est difficile à percevoir, en tout cas aujourd'hui. Euh, mais je pense et en plus de ça, la meilleure preuve que cette option n'est pas vraiment sérieuse, c'est que Nicole Pachinian, même donc il est très peu, en tout cas connu et entendu aux États-Unis et dans la plupart des pays européens, c'est vrai qu'il compte beaucoup sur la relation avec la France. Il a investi un temps énorme, et en tout cas, à visiter la France, à inviter les Français. Bon, et ça, c'est pas lui qui est à l'origine de toute cette relation, hein. C'est le long travail qui a été fait par la communauté arménienne de France depuis toutes ces décennies où elle a, elle a acquis la sympathie, elle a fait du travail de lobbying auprès des élus de la République française. C'est vrai que c'est ce travail qui permet aujourd'hui à Nicole Pachinian d'avoir donc une relation particulière avec la France. Mais ça, c'est le côté sympathique des choses. Euh, sur le plan concret, aujourd'hui, et pour répondre plus précisément à votre question, donc l'Union européenne, donc ça c'est malheureusement, je pense, un horizon qui est très éloigné. N'oubliez pas qu'il y a déjà d'autres candidats qui attendent d'intégrer l'Union européenne, comme la Géorgie ou l'Ukraine, et qui ont fait leur demande déjà depuis longtemps. La Géorgie a officiellement obtenu le statut de candidat pour entrer dans l'Union européenne. Mais il y a très peu d'États, sauf si il y a une troisième guerre mondiale qui se déclenche, qui croient que bon, ces pays-là vont rentrer dans l'Union européenne tout de suite. Ça représenterait un coût énorme pour l'Union européenne et pour les Européens qui sont déjà inquiets sur leur économie et sur leurs finances publiques. Euh, donc, en tout état de cause, voilà, sur le plan économique et sur le plan politique, je pense que l'intégration à l'Union européenne n'est pas pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'Arménie, qui pendant toutes ces années a insisté pour obtenir une libéralisation des visas entre l'Arménie et l'Europe, ne l'a toujours pas obtenue. Rien que cela. Donc, vous voyez bien que le discours sur la lune de miel entre l'Union européenne et l'Arménie ne reflète pas du tout, ne se reflète pas du tout dans cette euh, finalement décision des Européens de ne pas accorder
une entrée libre aux Arméniens d'Arménie. Euh, sur le plan militaire, euh, européenne, vous le voyez bien, aujourd'hui, hésite à fournir des armes euh, ultra sophistiquées, des missiles de longue portée à l'Ukraine pour attaquer la Russie au cœur, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur des territoires russes. Euh, cette hésitation devrait faire réfléchir le gouvernement arménien parce que l'Arménie, comparée à l'Ukraine, ne représente absolument rien sur l'échiquier international. Non seulement en termes stratégiques, en termes géopolitiques, mais surtout sur le plan économique. C'est-à-dire l'Arménie ne représente rien. C'est un marché de 2 millions d'habitants ou 2 millions et demi d'habitants donc sans ressources naturelles très importantes. Donc, quel serait l'intérêt de l'Union européenne de se mettre à avoir une relation militaire privilégiée avec l'Arménie? En tout cas, ce que j'appelle une relation militaire, c'est être prêt à investir massivement dans des armes en plus des armes, en tout cas offensives, de haute volée. Tout cela n'est pas sérieux. Euh, L'Union européenne, on le voit bien, même sur l'attitude du président Macron, est très très réservée. Je ne sais pas si en Arménie on a suivi les, les dernières, je dirais, sautes d'humeur du président Macron sur le plan international, mais il essaye de mener une bataille en tant que leader du front occidental, en Ukraine contre la Russie. Euh, il se met en avant, il émet des idées très provocatrices vis-à-vis de la Russie, très provocatrices. Il y a une semaine, effectivement, il a dit, il n'est pas exclu que nous, Européens, nous envoyons en tout cas des troupes sur le sol ukrainien pour défendre l'Ukraine. Cela a fait un tollé parmi tous ses partenaires européens et les partenaires américains qui ont dit non, non, mais qu'est-ce que vous racontez, président Macron? Il n'en a jamais été question. Nous ne sommes pas prêts on n'en a jamais discuté. Donc, ils ont tous dénoncé cette déclaration irresponsable du président Macron pour envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Et, euh, on a un vrai problème avec le président Macron sur la scène internationale. C'est quelqu'un qui aujourd'hui cherche à exister sur le plan international, tout comme dans le passé, il avait cherché à exister quand il y avait eu la crise politique au Liban après l'explosion de l'usine des entrepôts d'engrais dans le port de Beyrouth. Il avait été là-bas, se présenter comme le sauveur, celui qui allait remettre en place un nouveau gouvernement, se débarrasser des anciens responsables, des oligarques et des seigneurs du Liban. Bon, il a échoué. Ensuite, quand s'est déclenché le conflit, les derniers conflits en Palestine, euh, là aussi, il a eu quelques paroles un petit peu fortes pour dire oui, attention, il ne faut pas envahir Gaza donc faire subir toutes ces séries de dommages à la population palestinienne. Et encore là, il a fait machine arrière. Donc c'est quelqu'un qui est très instable, en tout cas dans ses actions. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un communicant,
euh, qui a très certainement une intelligence très vive, mais qui malheureusement n'est pas fiable, en tout cas sur le plan entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire. Parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Et donc, pour revenir à ce que, un des éléments introductifs que vous avez amené tout à l'heure, euh, aujourd'hui, si la société française, on lui dit, l'Arménie est attaquée, nous devons la défendre, euh, il serait hors de question que la société française, l'opinion publique le suive sur ce terrain-là. Tout comme sur le terrain de l'Ukraine aujourd'hui, si au début du conflit, l'opinion publique française était largement du côté de l'Ukraine, aujourd'hui, l'opinion publique dit maintenant pour la majorité que ça suffit. Il faut engager des négociations plutôt que de continuer à faire subir tous ces massacres d'un côté et de l'autre parce qu'on n'en voit pas le bout. Donc, aujourd'hui, l'opinion publique ne suivrait pas, et je ne suis pas certain non plus que les élus de la République, que ce soit les députés ou les sénateurs, aillent également soutenir une résolution de participation militaire en Arménie. Aujourd'hui, le Parlement français, dans son ensemble, a un capital de sympathie énorme vis-à-vis des Arméniens. Euh, c'est vis-à-vis des Arméniens et non pas vis-à-vis de l'État arménien. C'est important, hein, c'est un soutien parce que voilà, les Arméniens ont su, au fil des décennies, construire ce capital de sympathie. Donc, ils ont fait des résolutions assez fortes, mais vous le verrez, on verra, je crois, c'est le 17 mars, la discussion qui est prévue au Parlement, mais il y a une discussion au Parlement français qui est prévue sur le niveau de soutien que la France devrait apporter à l'Ukraine sur le plan militaire. Vous verrez très bien à l'issue de ces débats quelle est la tendance. Si le Parlement français renonce à tout projet euh, audacieux en Ukraine, vous aurez la réponse en ce qui concerne l'Arménie. C'est-à-dire que s'ils ne vont pas sur le terrain en Ukraine, il est hors de question qu'ils viennent sur le terrain en Arménie. Donc, on le saura très vite, mais il est bien évident que personne en France, dans les milieux sérieux, ne pense que cela va se passer. Alors pourquoi voilà, je vous en prie, allez-y. Non, non, Après, je vais vous finissez. expliquer pourquoi le Je vous en prie. président Macron, Oui. je vais vous expliquer pourquoi le président Macron est dans cette dynamique. Ouais. À propos de ça, oui, c'est vrai, le président Macron, c'est quelqu'un qui parle bien, il parle beaucoup, il parle bien. Ses paroles, ça fait plaisir d'écouter ça en Arménie. On a reçu ça avec beaucoup d'enthousiasme. Vous savez, ces remarques sur Twitter en arménien, etc. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de donner des faux espoirs? Parce que si on donne des espoirs, un espoir qui n'est pas vrai, il n'a aucune fondation. Et ça peut nous mener vers des décisions assez dangereuses. Par exemple, à Cherbourg, il a évoqué l'Arménie, il a parlé des changements historiques, des choses historiques. Je ne me souviens plus les paroles précises, mais c'était quelque chose de genre on va changer notre politique étrangère et l'Arménie va jouer un rôle historique. Il a même mentionné l'Arménie pendant son discours à Cherbourg. Mais comme vous avez dit, ça c'est au plan sympathique. Mais si on parle du plan réel et concret, de quoi s'agit-il? Parce que vous avez vu, il y avait quelques visites des ministres de défense arméniens, Oui, ministres des armées de France. Ils ont échangé quelques visites et ils ont signé quelques accords. De quoi oui. s'agit-il précisément? De quoi s'agit-il? Et est-ce que ça peut remplacer le rôle de la Russie et de l'Alliance de sécurité ODKB? En russe, on dit ODKB, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Donc, est-ce que ça peut remplacer cette alliance? De quoi s'agit-il concrètement? Ils sont d'accord. Parce que vous savez, la dernière chose que je veux dire, il y a un traité entre la France et la Grèce, par exemple. Et là, il y a des choses très, très concrètes.
Il y a des navires de guerre, il y a des missiles, il y a des avions. Il y a aussi, la France est obligée de défendre la Grèce au cas où s'il y a une attaque. Mais on ne Hmm. parle pas de ça. Hmm. Est-ce qu'on a quelque chose du même genre entre la France et Hmm. l'Arménie, d'après ce que vous saviez? Bah, écoutez, moi, je ne peux pas parler de la partie secrète des relations entre Oui, l'Arménie et la France, moi non s'il y plus. en a. Moi non plus. S'il y en a. Voilà. Donc, moi, je ne peux que commenter bon, ce qui est dit publiquement et ce qui est dit dans les milieux autorisés. Euh, Premièrement, pour parler des relations bilatérales, bon, on ne peut pas comparer la Grèce et l'Arménie parce que la Grèce, d'abord, elle est dans l'Union européenne et deuxièmement, elle est dans l'OTAN. D'accord? Donc c'est plus facile pour la France d'avoir un traité voilà, militaire, de coopération militaire qui soit plus étendu et plus sérieux. Donc aujourd'hui, l'Arménie n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, depuis longtemps, j'étais un fervent soutien pour que la France s'implique beaucoup plus dans euh, la doctrine militaire de l'Arménie. Bon, qu'est-ce qui empêchait la France de s'impliquer plus dans l'armement et la défense militaire de l'Arménie? Ça a toujours été la relation privilégiée de l'Arménie avec la Russie. Donc, ça a toujours été le point psychologique qui gênait les Occidentaux, c'est la peur que si donc la France, on peut parler d'elle, si elle fournit donc des technologies avancées à l'Arménie, qu'il y ait des risques de fuite vers la Russie. Donc, parce que tout le monde sait, et c'est normal, que, on ne peut pas, on ne peut pas éliminer toute cette relation privilégiée entre l'Arménie et la Russie du jour au lendemain. Et donc, il y a forcément des risques de fuite. Donc là, c'est pour vous expliquer que les, euh, les prises de position du gouvernement arménien et aussi du secrétaire national à la sécurité en Arménie sont, à mon avis, des gages qui sont donnés aux Occidentaux pour leur dire, vous pouvez nous faire confiance, on est prêt à engager une relation de long terme avec vous, une relation stratégique, et donc assoyons-nous et élaborons une nouvelle doctrine militaire ensemble, des nouveaux équipements, etc. Je pense que c'est le raisonnement primitif pour employer l'équivalent de primitive en arménien ou en russe, c'est le raisonnement primitif qui est fait en Arménie. C'est-à-dire, euh, on va faire ces déclarations et donc la France ou les autres États vont effectivement venir nous aider. Bon, les choses ne se passent pas comme ça. Premièrement, la France n'a pas les moyens financiers de s'engager de trop dans cette voie-là. Deuxièmement, ils n'ont pas forcément tous les équipements nécessaires pour l'Arménie. Je donne un exemple, la France est en retard sur la lutte anti-drone. Ils ont très peu donc d'armes qui permettent de détruire les drones ou en tout cas de les neutraliser. On dépend des technologies étrangères. Euh, les avions de combat, les Rafales, c'est inutilisable dans ce petit Caucase. Parce que à peine vous décollez, vous êtes déjà, vous dépassez la frontière, par exemple, avec la Turquie. Euh, C'est-à-dire un avion de chasse, il a besoin d'un rayon de circulation très important. Donc, c'est compliqué. Je ne suis pas certain donc aujourd'hui que les armes que pourrait fournir la France soient vraiment adaptées au terrain arménien. Donc, ça veut dire que
la France aujourd'hui n'est peut-être pas en position sur le plan des équipements. Euh, Deuxièmement, est-ce que l'Arménie a réfléchi à l'intercommunication, l'interconnexion entre les équipements qu'il a aujourd'hui et les équipements qu'il est en train d'acquérir? C'est-à-dire, il est en train d'acquérir, donc officiellement, en tout cas c'est ce qu'il dit publiquement, des équipements en Inde, des équipements en France. Euh, il a des équipements russes. Il va peut-être acquérir des équipements en Iran, je ne sais pas. Il y a une visite qui a été faite ces derniers jours en Iran. Et effectivement, l'Iran a des armes apparemment sophistiquées, en tout cas qui semblent efficaces, notamment des drones. Euh, mais tout ça, c'est très bien d'acquérir des équipements, mais il faut savoir les faire communiquer entre eux. Et il faut que les hommes, c'est-à-dire l'armée, qui utilise ces équipements, sachent aussi communiquer entre ces différentes unités. Est-ce que on a un système comme ça aujourd'hui qui existe en Arménie? Bon, je, je, je me pose la question, en tout état de cause. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Je pense que les provocations aujourd'hui de l'Arménie vis-à-vis de la Russie sont improductives, elles sont dangereuses. De même que l'attitude finalement et là je suis désolé de le dire, même si je suis citoyen français, l'attitude du président Macron par rapport à l'Arménie est également imprudente. Elle est imprudente parce que elle attise le feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre l'Arménie et la Turquie. C'est irresponsable de sa part. Euh, la France n'est pas sur le terrain en Arménie. Je suis persuadé elle ne le sera pas. Donc, attiser le feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre l'Arménie et la Turquie, c'est écrire la fin de l'Arménie. Parce que non seulement on attise le feu par rapport à nos ennemis séculaires, mais en plus de ça, la France est en train de provoquer inutilement la Russie, et la Russie, en termes de représailles, va précisément sacrifier l'Arménie sur ce théâtre d'opération. Donc, l'Arménie va perdre sur tous les terrains. Voilà, ça c'est l'esprit de l'article que j'avais écrit en novembre 2023. C'est impensable aujourd'hui de se séparer de la Turquie, de la Russie. Donc, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens en Arménie qui dénoncent ces aspects-là. Euh, je crois et bon, c'est pas pour défendre la Russie, parce qu'effectivement, elle a eu une attitude plutôt négative sur le sort du Karabakh. Mais il n'empêche que on ne peut pas rentrer dans ce jeu. On ne représente rien. Je voudrais donc rajouter une chose sur la politique du président Macron actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent ici en France sur la raison de son excitation sur la scène internationale, et notamment dans son engagement par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, comme je vous l'ai dit, il a été désavoué par les États-Unis, par tous les Européens, unanimement. Euh, et il a même fait quelque chose de très grave sur le plan militaire. Le 5 mars, il y a 3 avions militaires français qui ont frôlé la zone aérienne russe en mer Noire. Et ils l'ont fait
en ayant fermé ce qu'on appelle les transpondeurs. Les transpondeurs, ce sont des systèmes électroniques qui sont à bord des avions et qui permettent à n'importe quel pays équipé, bien sûr, de reconnaître, d'identifier à qui appartiennent ces avions. C'est en tout cas en matière militaire très important pour éviter de créer justement un incident qui peut avoir des répercussions très graves au plan conflictuel. Et donc, il s'avère que ces trois avions, c'était un avion de surveillance AWACS, plus deux avions de chasse Rafale qui ont frôlé donc cette zone et ils ont été interceptés par des avions russes, précisément parce que les Russes voyaient ces trois avions sur leur radar sans savoir à qui ils appartenaient. Et ça a créé un incident donc diplomatico-militaire très grave ça a été perçu comme une provocation par la Russie. Et donc, ici en France, il y a beaucoup de cadres, à la fois diplomatiques et militaires, qui se posent la question, quel est l'intérêt d'avoir provoqué de cette manière la Russie? Donc, ceci pour vous expliquer que euh, la manière dont il agit en Arménie, je pense, procède de la même logique. C'est-à-dire, c'est une logique de provocation à outrance de la Russie. Donc, les gens se posent la question, qu'est-ce que la France quel est l'intérêt de la France à se lancer dans cette croisade contre la Russie toute seule? Donc, bon, là, il y a deux hypothèses qui sont analysées. La première, c'est de dire, comme les Américains sont absents de la scène en ce moment parce qu'ils sont en train de préparer les élections américaines, donc ils sont en pleine campagne électorale et donc, bon, ils ne veulent pas trop s'engager, en tout cas officiellement sur le plan militaire. Donc la France essaye de remplacer les Américains dans ce rôle. Donc là, on peut se poser la question de savoir si Macron intervient avec l'approbation des Américains ou pas. Pour l'instant, ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui. Euh, En tout état de cause, s'il le fait sans approbation des Américains, donc il faut rechercher l'explication sur le plan intérieur, c'est-à-dire au plan de la politique intérieure. Aujourd'hui, le président Macron n'a pas une très bonne cote de popularité en France. Il est même désavoué par ses propres forces politiques. Euh, il y a une colère sociale qui gronde un peu partout. Bon, ça a été vrai pendant toute la période où il est président, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Notamment, il a le problème des agriculteurs aujourd'hui. Et deuxièmement, il a des déficits publics qui s'accroissent énormément. Et le gouvernement français est très nerveux sur tous ces aspects. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des déficits publics qui grossissent à vue de nez. Donc, est-ce que cette agitation sur le plan international et surtout le fait de faire croire que la Russie va nous attaquer, hein, est une manière d'éteindre la contestation sur le plan politique et social à l'intérieur de la France. C'est pas impossible parce que franchement, faire croire, et il y a certains Européens qui sont rentrés dans ce schéma-là, faire croire que la Russie va attaquer l'Europe, c'est c'est complètement, désolé d'utiliser ce terme, mais c'est du délire. Euh, la Russie n'a jamais eu l'intention d'attaquer l'Europe. Elle a toujours dit, moi, je souhaite simplement que vous ne dépassiez pas les limites qu'on s'était fixées au moment de l'éclatement de l'Union soviétique. L'air, vous ne veniez pas dans notre zone d'influence installer des équipements et des armées de l'OTAN. Voilà, c'est tout.
Le problème, c'est qu'à force de provoquer la Russie, il y a un risque d'escalade militaire qui devient dangereux. Parce que je pense que la Russie, en effet, si jamais on les pousse trop loin, euh, serait tout à fait en position de faire des mini-attaques, effectivement, avec des armes de tactique nucléaire, donc sur le territoire ukrainien. Ça, c'est pour ça que le jeu aujourd'hui du président Macron est très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'escalade. Oui, je suis tout à fait d'accord, vraiment. Les risques sont très importants. Et récemment, il y a quelques jours, le président Poutine a encore une fois souligné qu'il y a un risque d'escalade nucléaire si ça continue comme ça. Mm. Et Oui. maintenant, c'est le gouvernement allemand qui parle de la possibilité de déployer ses forces en Ukraine, ce qui va, on va aller directement dans la confrontation directe avec la Russie et une escalade nucléaire. Ils ont dit qu'on discute Alors, ça. Ils ont dit qu'on discute ça. On ne veut pas le faire, mais on discute la question. C'était leur formule, oui, je pense. oui, parce que Assez jusqu'à dangereux. présent, l'Allemagne, justement, s'est opposée à la France pour cette option-là. Ouais. Euh, et je ne suis pas certain que l'opinion publique allemande est favorable à cela. Je suis même persuadé du contraire. Euh, euh, il faut savoir que l'Allemagne, donc, bon, comme vous le savez, hein, elle a refusé jusqu'à présent de s'engager sur les terrains militaires partout dans le monde. C'est sous la pression des États-Unis qu'ils ont été obligés de voter des budgets de réarmement, etc. Euh, et, euh, et bon, le démenti formel que l'Allemagne a fait à Macron sur l'engagement des troupes militaires est quand même un signe. Et il faut savoir que dans l'Union européenne, si l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord sur un sujet, il ne peut rien se passer. C'est le couple le plus important dans l'Union européenne. Aucune décision sur l'avenir de l'Union européenne ne peut se prendre sans que les deux soient d'accord. Donc, il est important d'observer les relations entre ces deux pays avant de prendre une position par rapport à l'Union européenne. Oui, d'accord. La dernière question, si je peux. Vous avez parlé de président Macron, une personne que je respecte beaucoup, mais voilà, parfois il a une tendance de dire des choses qui sont dangereuses, qui peuvent donner des faux espoirs. En parlant de ça, c'était président Macron qui était l'intermédiaire pendant la réunion à Prague, je pense. C'était l'année dernière, n'est-ce pas, quand notre Premier ministre a rendu Karabakh à Azerbaïdjan. Est-ce que vous comprenez pourquoi il n'y avait aucune garantie pour la sécurité de la population de Karabakh, ou peut-être une discussion d'autonomie culturelle au moins, ce qui était possible. À l'époque, c'était possible. Pourquoi le président Macron n'a pas exigé que M. Aliyev donne des garanties de sécurité ou quelques statuts d'autonomie pour les Arméniens de Karabakh? Parce que la partie arménienne a tout rendu. Notre représentant a rendu Karabakh. Mais qu'est-ce qu'il a reçu en revanche? Je ne sais pas. Deuxièmement, vous savez qu'ici, nous avons beaucoup d'organismes, beaucoup de chaînes sur la télé, YouTube, les réseaux sociaux, des gens qui sont ils reçoivent directement des subventions de l'Ouest et qui font un petit peu de propagande, malheureusement, de propagande anti-russe. Et il y a plusieurs arguments qui sont un peu ridicules, mais il y a un autre argument. Ils disent, voilà, l'épuration ethnique à Karabakh, d'accord, c'était acceptable pour la communauté internationale parce que c'était le territoire d'Azerbaïdjan. Vous, comme spécialiste de la loi internationale, vous pouvez peut-être faire un commentaire sur ça, mais ils disent, oui, Karabakh, c'était pas notre territoire, donc expulser les Arméniens, l'épuration ethnique, ça va, c'est pas très grave pour la communauté internationale. Mais si on parle du territoire arménien, là, la communauté internationale, y compris la France, l'Europe, les États-Unis, vont réagir d'une manière décisive. Mais de quoi s'agit-il concrètement? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, d'une manière décisive? Ils vont faire quoi exactement? À votre avis, est-ce que l'épuration ethnique, c'était acceptable parce que c'était le territoire azerbaïdjanais? Pourquoi le président français n'a pas négocié des garanties pour la sécurité de cette population quand notre dirigeant a rendu cette région à Azerbaïdjan? Et troisièmement, est-ce que vous pensez que vraiment il y a une grande différence entre ce qui s'est passé à Karabakh et une attaque directe sur le sol arménien?
Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent que c'est possible, c'est probable que cette année, on va peut-être avoir quelques incidents avec nos voisins. Est-ce que dans ce cas-là, à votre avis, la communauté internationale va réagir d'une manière décisive? Et de quoi s'agit-il concrètement? Cette réaction, ça va entraîner quoi? Qu'est-ce que ça va entraîner? Hmm. Bon, sur la première question, c'est-à-dire la réunion de Prague, les concessions qui ont été faites, le rôle de chacun des dirigeants, c'est très difficile d'avoir un avis éclairé là-dessus. Euh, Ce qui est clair, c'est que c'est à Prague que le gouvernement arménien a concédé le Karabakh. Est-ce que c'était le président Macron? Est-ce que c'était le président Michel qui ont poussé à cela? C'est pas très clair. Toujours est-il que le président Macron a cherché à défendre le droit à l'autodétermination des Arméniens du Karabakh, y compris à Prague. Mais il n'a pas reçu le soutien qu'il espérait de la part du Premier ministre arménien dans cette discussion. C'est grave, c'est grave. Donc, euh, j'en resterai là, sur ce point-là. Euh, donc, ensuite, et il n'y a pas besoin de spéculer là-dessus. Je pense que les prises de position du gouvernement arménien sont publiques et sont très claires sur ce point-là. Ça a été confirmé par la suite. L'Arménie a dit, oui, le Karabakh ne nous appartient pas. Alors, ça, c'est un petit peu le, le sujet que j'aborde dans le dernier article que j'ai fait pour l'Arménien de Mirror, c'est-à-dire que on confond, on confond les notions de territoire et les notions de constitution d'un État. Bien. Euh, un État, donc une constitution ne repose pas sur un territoire bien délimité. Ça décrit en fait la vision et le fonctionnement d'un État. Et comme je l'explique dans cet article, il y a très peu de constitutions, en fait, et en tout cas, par exemple, l'Azerbaïdjan et Israël ne définissent pas leur territoire dans leur constitution. Et je pense qu'en Arménie, on a fait l'erreur voilà, de considérer que euh, l'État, c'était le territoire qui était délimité par le protocole d'accord d'Alma-Ata à la fin de l'Union soviétique. Je démontre que l'Azerbaïdjan n'a absolument pas reconnu cette frontière parce que au moment de sa déclaration d'indépendance en 1991, l'Azerbaïdjan a rejeté tout l'héritage soviétique, c'est-à-dire qu'il a rejeté toutes les décisions qui avaient été faites par le pouvoir bolchevique et par l'Union soviétique par la suite. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, la constitution azerbaïdjanaise reconnaît la République donc d'Azerbaïdjan de 1918-1920. Et donc ça veut dire que euh, il- cette République ne correspond pas donc au territoire délimité par le protocole d'Alma-Ata. Et donc là, l'Arménie s'est mise dans un piège, c'est-à-dire en confondant euh, donc les notions constitutionnelles avec les notions de territoire. Elle a fourni toutes les armes à l'Azerbaïdjan pour réclamer plus. Voilà. Et je pense que, en effet, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan se sent en position de force militaire, mais étant également en position de force sur le plan psychologique, parce que ils sont les vainqueurs de la dernière guerre et ils ont en face d'eux un négociateur qui est le vaincu.
sur le plan géopolitique, parce que l'Occident a besoin de l'Azerbaïdjan pour son énergie donc pétrolière et gazière. Ils ont toutes les cartes en main pour aller plus en avant et effectivement obtenir. Alors au départ, les premières choses qu'ils réclament aujourd'hui, là, ce sont les petites enclaves qui, soi-disant, appartenaient à l'Azerbaïdjan pendant l'Union soviétique. Et puis demain, on le sait, ils le disent publiquement, ils veulent un peu plus de l'Azerbaïdjan occidental, c'est-à-dire en réalité une partie de l'Arménie. Donc, c'est eux qui ont les cartes en main. Tant que l'Arménie n'adoptera pas une position plus ferme sur son avenir, sur sa souveraineté, et qu'elle évitera aussi de provoquer finalement la puissance qui lui permettait de, de maintenir cette Arménie jusqu'à présent. euh, Ça va mal se terminer, en effet. Ça va mal se terminer et je ne vois pas les Européens et les Nord-Américains venir à la rescousse de l'Arménie. Ce n'est pas possible. Vous avez vu qu'il y a 2 semaines, les États-Unis ont discuté avec l'Azerbaïdjan sur la sécurisation de la distribution d'énergie, donc gazière et pétrolière azerbaïdjanaise vers l'Occident. Donc, ça veut dire que les États-Unis utilisent un double langage. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont des messages de soutien aux Arméniens, et de l'autre, ils négocient des accords beaucoup plus concrets sur le plan économique avec l'Azerbaïdjan. Oui, oui, on a vu ça, on se rend compte de ce qui se passe ici. En fait, c'est les États-Unis qui ont déclaré que l'Azerbaïdjan sera un allié principal dans la région de Caucase pour eux, parce Voilà. qu'ils ont beaucoup d'intérêts importants, c'est normal, c'est comme ça qu'on joue le jeu. Mais ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'une attaque contre le territoire arménien va déclencher une réponse massive internationale. C'est l'Europe, l'Ouest, la communauté internationale qui vont intervenir d'une manière décisive s'il y a une attaque sur le territoire arménien. Ils oublient un petit détail, qu'il y a déjà 200 jusqu'à 1000 km² qui sont déjà vaincus par des forces azerbaïdjanaises qui refusent de reculer. Aliyev a dit qu'ils vont rester où elles sont, on ne va pas reculer. Donc, à votre avis, est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction internationale forte s'il y a une attaque, compte tenu du fait que l'Europe et les États-Unis n'ont même pas imposé des sanctions, ils ont refusé d'imposer des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Alors, de Oui. quoi ils parlent? De quoi ils parlent? Quelle réaction internationale? Qu'est-ce que la communauté internationale va faire s'il y a encore une attaque cette année? Écoutez, ma réponse est très simple. Je pense qu'en Arménie, on est aveugle et sourd. Regardez ce qui se passe en Palestine et en Ukraine. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu les Occidentaux intervenir pour défendre le droit international ou les territoires de ces deux États? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des sanctions contre Israël? Pas du tout. Il y en a contre la Russie, pour les raisons qu'on a déjà discutées. Euh, donc aujourd'hui, de toute façon, le droit international n'est plus respecté et il n'est pas prêt de l'être. Donc, ça veut dire que des États forts, des dictatures, ont un boulevard devant eux pour agir. Et en effet, il n'y aura pas de sanctions contre l'Azerbaïdjan pour des raisons donc économiques et géostratégiques. Euh, L'Azerbaïdjan, comme la Turquie, sont aujourd'hui voilà, les piliers de la politique occidentale au Caucase par rapport à la Russie. Donc l'Arménie ne compte pas dans ce jeu-là. Elle ne compte pas. Et, euh, en effet, je pense que l'Occident considérera que bon, euh, si l'Azerbaïdjan et la Turquie s'emparent d'une partie de l'Arménie, c'est plutôt favorable à leur jeu par rapport à la Russie. Donc, je pense que l'Azerbaïdjan joue très finement dans ses relations entre Moscou et Washington.
Bon, il joue sur une ligne très fragile, une ligne de crête très fragile, mais il joue finement jusqu'à présent. Et de toute façon, c'est pas l'Azerbaïdjan qui décidera du sort de l'Arménie, ce sera la Turquie. Jusqu'à présent, la Turquie est plutôt modérée euh, sur la question. Elle encourage l'Azerbaïdjan à être un peu moins agressif par rapport à l'Arménie. Mais si demain un conflit général se déclenche, c'est l'attitude de la Turquie qui va décider du sort de l'Arménie. Oui. Donc, c'est plutôt la Turquie qu'il faut observer. Et là, pour revenir au sujet de départ qui était très focus sur la relation Arménie-France, il faut savoir que la relation France-Turquie est très forte. Elle est d'autant plus forte que la conseillère diplomatique du président Macron vient d'être nommée ambassadrice de France en Turquie. La même conseillère qui participait aux réunions France-Arménie sur les aspects sur les questions militaires. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, à considérer, et je pense qu'en Arménie, il ferait bien de réfléchir à tout cela, parce que euh, clairement aujourd'hui, la France ne peut pas tourner le dos à la Turquie. La Turquie est trop importante, est un pays trop important, à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan de l'échiquier régional et international. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour votre temps. Merci beaucoup. C'est très très gentil à vous. Et peut-être on va en reparler une autre fois. On aura une autre occasion d'en rediscuter. Merci. Je vous remercie beaucoup. Au Merci, Monsieur revoir. Calfin.